enfin une partie sur l'intelligence artificielle. Elon Musk disait quelque chose d'assez intéressant. Donc, if your competitor is racing to build AI you want. Enfin, bref, vous avez compris, je ne vais pas le faire en anglais, ça ne sera pas terrible. Mais en gros, si un compétiteur commence à travailler sur l'intelligence artificielle, nécessairement, il risque à un moment de prendre une telle avance, tellement c'est redoutable, que le compétiteur en face, le concurrent en face, ne va pas pouvoir suivre. Et on va le voir dans le détail. Encore une fois, aujourd'hui, ça devient un sujet de fond où il y a des vrais usages qui sont mis en place et de la vraie performance qui commence à être visible. Alors, très rapidement, c'est un sujet dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, on a un peu de mal à s'y retrouver. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, ça fait 50 ans que ça existe. Et puis, dans les années 80-90, on a commencé à développer le machine learning, des machines auto-apprenantes, où on pouvait traiter quelques milliers, dizaines, parfois centaines de milliers de données. C'est par exemple Newsfeed, Facebook que vous avez. Vous savez que ce qui apparaît chez vous n'apparaît pas chez d'autres, parce qu'ils ont auto-appris différents usages. Et en 2012, notamment, il y a eu un énorme boom du deep learning, grâce à un Français, bref, qui a gagné un concours, qui est aujourd'hui d'ailleurs le boss de l'intelligence artificielle chez Facebook. Et on s'est aperçu que grâce au deep learning et au réseau de neurones, on multiplie les couches de données, on arrive à avoir des résultats extrêmement intéressants. On arrive à avoir des robots qui arrivent à percevoir le monde et qui arrivent à apprendre avec une multiplicité de dimensions. Et c'est là où on arrive à des résultats très intéressants. C'est ce qu'on voit pour les voitures autonomes. Et pour ceux qui connaissent peut-être la série Westworld, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que ce sont des robots auto-apprenants dans un univers vivant. Pour bien comprendre le deep learning, il y a un documentaire en aparté qui est très intéressant qui s'appelle AlphaGo, où une intelligence artificielle joue contre le champion du monde du jeu de Go. Et en 1 heure, ça explique extrêmement bien aujourd'hui quelles sont les possibilités offertes par le deep learning. Donc le gros du sujet aujourd'hui, c'est le deep learning et les débouchés que l'on peut avoir avec le deep learning. Effectivement, ça touche à l'ensemble des sujets d'entreprise. Au niveau IT, on va le voir sur tout ce qui est approvisionnement, au niveau marketing, sur tout ce qui est personnalisation, au niveau service, au niveau employé, au niveau finance, au niveau opération. Bref, aujourd'hui, tous les sujets peuvent être adressés de manière pertinente par l'intelligence artificielle avec des vrais résultats, des vraies métriques à la clé plutôt exceptionnelles. 2 chiffres, un chiffre de Gartner, un chiffre de Forrester. Gartner en fait, a estimé que l'intelligence artificielle, ça allait générer 2,9 000 milliards de valeur business et que ça allait récupérer 6,2 milliards d'heures de travail. De l'autre côté, on voit que les compagnies qui travaillent vraiment sur l'intelligence artificielle prennent 1,2 milliard, prendront 1,2 milliard à leurs compétiteurs d'ici 2020. C'est-à-dire que l'excellence que ça apporte, la pertinence que ça apporte, fait que l'impact il est radical au niveau business. Alors, on parlait de la Chine, et on va encore en reparler. Aujourd'hui, c'est le pays qui investit le plus dans l'intelligence artificielle. On voit qu'entre 2017 et 2018, c'est 93% d'investissement, et on voit que l'investissement global, ce sera de 76,6%. Alors ça, c'est à l'échelle monde, et la Chine, en fait, a la plus grosse croissance en termes d'investissement dans l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises tech qui sont extrêmement puissantes, et parce qu'il y a aussi des vraies aides d'État pour pouvoir être à la pointe sur ce domaine-là. Et on voit que ce soit Alibaba, que ce soit JD.com, c'est 4-5 ans d'avance en matière d'intelligence artificielle sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de production et de distribution. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce décalage, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle impactait essentiellement les acteurs issus de la banque, finance et de l'industrie. Et on voit que les investissements sur 7 ans ou entre 3 et 7 ans étaient surtout issus de ces domaines-là. Or, on voit que depuis 0 à 3 ans, maintenant, c'est le retail qui a investi massivement et qu'en 2018, ce sont les acteurs du retail qui ont le plus massivement investi dans l'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a des usages concrets et on commence à sortir la vraie performance. D'ici 2025, c'est 60% de ventes en plus via l'intelligence artificielle, raconté Business Insider. Et on voit que ça impacte aussi beaucoup bien sûr, la composante humaine, et notamment tout ce qui est commerçants, vendeurs, qui risquent d'être le plus impactés aujourd'hui, notamment avec les nouveaux usages, pour leur offrir des services à valeur ajoutée pour qu'eux puissent, au final, avoir plus de pertinence dans la manière dont ils adressent les clients. Les vendeurs, les sales aujourd'hui, vont être extrêmement impactés par les nouveaux usages d'intelligence artificielle. Alors quand on regarde aussi un peu dans le détail, c'était assez intéressant.
il y a un peu moins de 90% aujourd'hui des marketeurs qui disent effectivement mettre en place des logiques et des actions de personnalisation. Or, on n'a que 5% des personnes interrogées qui disent effectivement recevoir des vraies choses personnalisées. Je pense que vous comme moi, on s'est aperçu ça dans nos mails, on a quand même des choses qui sont très génériques et pas nécessairement personnalisées, alors que beaucoup de gens disent ici, on fait de l'intelligence artificielle, on fait de la personnalisation. Encore, je pense, un vaste chantier à faire. Alors que ça fonctionne vraiment bien, quand on parle encore du deep learning, c'est en général 79% de performance et de revenus sur les campagnes. C'est 80% moins de temps pour créer des campagnes. C'est 19% de churn en moins. Et c'est un engagement qui est souvent beaucoup plus significatif. Là, je vais passer. C'était un point aussi intéressant, c'était encore sur le deep learning, tout ce qui est gestion des files d'attente. Rapidement, on s'aperçoit que dans beaucoup de points de vente, quand les files d'attente dépassent 3 à 4 personnes, eh ben, on a une quote-part assez importante des gens qui s'en vont, qui déposent un panier au bout de 5 minutes 45, et il y a à peu près 16 personnes qui refusent de faire la queue au-delà de 3 minutes. C'est-à-dire que la file d'attente aujourd'hui, on habitue les gens à une expérience tellement sans coup dur, ça devient un vrai sujet. Il y a une société intéressante qui a fait un test dans une chaîne où, grâce au machine learning, ils ont pu analyser et prévoir les flux arrivants en caisse pour pouvoir tout de suite détecter en fonction du genre, en fonction du nombre de personnes et avec de la prédiction, quelles allaient être les personnes qui allaient arriver, quels allaient être les flux et comment est-ce que tout de suite on pouvait mettre en place des caisses et amener les bonnes personnes au bon moment sans effectivement faire en sorte que les caissières attendent et avec un niveau plutôt assez intéressant. Ils ont fait le test sur des magasins qui sont ouverts pendant 6 jours. Alors c'est des gros magasins, c'est 1000-2000 à peu près clients par jour, sur des paniers de 10-20 $. Ils sont aperçus qu'il y a une conversion qui augmente de 6,8% quand on réduit les files d'attente à 3-4 personnes. Voilà, donc là, c'est effectivement, on voit bien le système du machine learning, on imagine comment le système du machine learning fonctionne, détection de flux, détection de visage, détection de genre, parce qu'il y a effectivement des personnes qui sont plus prêtes à attendre que d'autres. Donc, en fonction de l'activité du magasin, tout ça va se paramétrer. Et bien entendu, les résultats sont assez forts. On voit que les files d'attente importantes ont diminué de 100% et que les files d'attente moins importantes ont diminué de 70-80%, avec bien sûr des taux de conversion beaucoup plus importants. Des choses aussi au niveau de l'image, qu'on a vu qui sont plutôt pas mal. Pareil, le deep learning est de plus en plus performant aujourd'hui. Prendre quelqu'un en photo parce que vous aimez bien son look et avoir aujourd'hui un moteur qui vous recommande les différents, la veste, la lunette, le chapeau, les chaussures, c'est des choses qui commencent à être aujourd'hui assez opérationnelles. Il y a une firme chinoise qui a travaillé là-dessus, alors qu'elle essaye de le commercialiser sous forme de bannières pub intelligentes plutôt que d'avoir des bannières pub qui n'ont rien à voir avec le sujet. Essayer par exemple de pousser les produits pour un achat immédiat. Et aujourd'hui, pareil, cette reconnaissance-là, elle commence à très bien fonctionner. Sur tout ce qui est dynamic pricing, pas mal de choses aussi. Alors bien sûr, du dynamic pricing en fonction de la traçabilité des produits frais, ce qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit que les produits sont un peu moins frais, il va y avoir une fluctuation du prix avec une indication sur le produit en tant que tel. Un prix aussi qui va être fluctuant en fonction des reviews sur le produit que l'on va avoir en ligne. Plus effectivement le produit populaire, moins le produit populaire, plus l'impact sur le prix va pouvoir être significatif. Et un test intéressant qui a été fait par Carrefour sur un deep learning qui permet en fait de visualiser différents produits en fait, sur étagère. Et en fonction de l'usage que les gens font, bien sûr, ça détecte les produits qui sont mal placés, qui ne sont pas en face, etc. Mais en fonction de l'usage que les gens font dans la manière dont ils s'approprient les produits, une suggestion pour pouvoir réaligner les produits et réagencer les produits pour pouvoir optimiser les ventes. Un exemple intéressant aussi, Alibaba s'est associé à la marque Guess et a créé dans l'école technologie à Hong Kong, qui appartient d'ailleurs à Alibaba, un test de shop complètement connecté, fondamentalement basé sur l'usage de l'intelligence artificielle. Fabien parlera de l'expérience Emma sur tout ce qui est alimentaire. Là, ils essaient de faire la même chose sur tout ce qui est industrie textile. Alors, je suis en Chine, donc il n'y a pas le même niveau d'anonymisation par rapport aux données. J'arrive, tout de suite, je plug mon téléphone, je vais charger différentes données qui vont me concerner. Je vais pouvoir essayer des produits. Je vais tout de suite avoir une détection qui va me dire quels sont les produits en fonction de ma silhouette qui vont être les mieux adaptés. Je vais avoir une proposition de mix-match en fonction du produit que j'ai sélectionné. C'est pas grave si le produit, je ne repars pas avec, on va me l'envoyer chez moi. Bref, ils sont en train de recréer tout un usage, un peu comme ils avaient créé cet usage avec Emma.
Intéressant sur la supply chain aussi, c'était une déclaration de Carrefour que l'on a vue grâce au machine learning, c'est 6 à 8 points gagnés sur les appros, parce qu'effectivement aujourd'hui en fonction des points de vente, ils savent mieux adresser en stock, en typologie de produits, certains points de vente par rapport à d'autres. Donc pareil, un usage qui commence à plutôt bien fonctionner. Sur la blockchain, c'est un sujet dont on parlait assez peu jusqu'à présent à la NRF. Là, on commence à voir des choses qui arrivent intéressantes, notamment une alliance qui s'est faite entre Walmart, JD.com et IBM, en fait, qui est plutôt très présent dans cette technologie, c'est la traçabilité des fruits, des légumes. Et si on prend un exemple concret sur l'importation de la viande porcine venant de Chine. On estime aujourd'hui que la fraude alimentaire, ça représente une perte de 15 milliards de dollars. Donc c'est assez significatif. Et aujourd'hui, avoir la possibilité de tracer ces produits, depuis l'agriculteur jusqu'à la transformation, jusqu'à la vente, ça a des vraies vertus, notamment pour le bio, les scandales aussi autour du bio. Certains produits distribués comme bio, en fait, n'étaient pas bio à l'origine, ont été tout d'un coup, par magie, transformés comme bio. Donc la blockchain, là-dessus, peut amener pas mal de valeur. Alors, d'un côté, il y a énormément de données. De l'autre côté, il y a énormément de choses à faire, que ce soit en personnalisation ou autre. Le problème, c'est qu'au milieu, c'est compliqué d'assembler tout ça. Je pense que tout le monde est assez conscient de ça. Comment je peux créer un data lake, comment on peut mettre en place une vraie politique donnée en interne. Alors, une conférence plutôt intéressante d'Amazon qui expliquait quelle était la courbe de maturité pour Amazon pour pouvoir justement avoir une stratégie data ou une stratégie intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on arrive à être sur du descriptif. Effectivement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur du diagnostic, mais on arrive encore assez peu à être sur du prédictif. Le passage au prédictif est assez compliqué pour beaucoup d'organisations, c'est un niveau de maturité supérieur. Comment on arrive au prescriptif, comment effectivement je peux agir par rapport à la situation, et enfin au cognitif, ce à quoi je n'ai pas pensé. C'est un peu le Graal suprême par rapport à ce que connaît le marché, à ce qu'a appris le marché, et par rapport à mon organisation de positionnement. C'est quoi aujourd'hui les mouvements que je dois imaginer, quelles sont les actions que je dois imaginer. Alors, c'est plutôt intéressant parce que Amazon, donc ça fait 20 ans aujourd'hui, même plus maintenant, qui vendent en ligne. Ils ont nourri toute une suite d'outils que vous connaissez certainement qui s'appelle AWS. Des outils particulièrement performants. Et ils ont beaucoup appris pour pouvoir créer ces outils. Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui font de la vente en ligne, donc ils ont un savoir-faire qui est extrêmement puissant. Ils ont un savoir-faire aussi qui est extrêmement puissant pour minimiser les frictions. Les frictions, que ce soit sur l'achat des produits en ligne, on l'a vu avec l'arrivée à l'époque de l'achat en un clic, et ce qui nous présente avec Amazon Go sur aujourd'hui vous rentrez, vous prenez vos produits, vous pouvez partir. Il n'y a plus de friction vis-à-vis du paiement. Ils sont devenus donc plutôt talentueux là-dessus, et ils essayent de nous l'expliquer. Et puis ils ont développé beaucoup de choses, bien sûr au niveau de la logistique, bien sûr au niveau des nouvelles interfaces à la voix, où on crée pareil un nouvel usage, de nouvelles initiatives. Bref, beaucoup d'usages autour du machine learning sur lesquels ils nous expliquent qu'ils sont aussi particulièrement bons, avec une palette d'outils très forte proposée par AWS. Et c'est plutôt intéressant quand on voit cette conférence, parce que c'est l'une des tendances assez fortes que l'on a ressenties cette année. Alors, je ne sais pas qui était là l'année dernière. L'année dernière, en fait, il y avait quelque chose qu'on vous avait présenté qui s'appelait la coupe mulet. Je ne sais pas quelles sont les personnes dans la salle qui étaient là l'année dernière. Bon. Il y avait quelque chose d'intéressant qu'on avait vu dans une conférence, qui était la conférence du CEO de Levi's. La coupe mulet, c'était quoi? C'était, mais comment aujourd'hui, en tant que retailer, je peux faire simple devant et sophistiqué derrière? Simple devant, sophistiqué derrière. C'est vrai, alors c'est toujours la vérité aujourd'hui, et on s'est aperçu que Jean-Claude Van Damme, il allait revenir pour une nouvelle fois cette année, mais nous présenter autre chose, qui était le double impact Amazon. Alors pourquoi le double impact Amazon? Rapidement. Parce que Amazon, depuis effectivement plus de 20 ans aujourd'hui, c'est un retailer malgré tout plutôt talentueux, qui vient prendre des parts de marché, qui fait quand même pas mal de mal à pas mal de vendeurs, de retailers en ligne, et ça a été un premier impact fort. Et là, le deuxième impact, en gros, qui nous explique, c'est que vous pouvez effectivement aller chercher d'autres solutions, des Azure, des clouds et autres, sauf que nous, ça fait 20 ans qu'on fait du retail, aujourd'hui on a la suite de services la plus performante pour pouvoir vous aider à faire du retail, l'intelligence artificielle, venez acheter nos produits. C'est le deuxième impact Amazon. C'est vrai qu'effectivement, la suite de services est plutôt intéressante.